Je ne connais pas d'autres disciplines, à part la physique, où il y a des lois pouvant répondre à des questions telles que comment est-ce que les cellules peuvent effectuer des centaines de milliers de réactions chimiques au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. Aujourd'hui, nous savons que ce sont les biophotons qui sont responsables. Tous les organismes vivants émettent de la lumière. Ces biophotons sont une émission de lumière, comme elles peuvent être émises par le Soleil. Une réaction chimique se déroule seulement dans une cellule si elle a été préalablement activée par la lumière. Ces faibles rayons dans la cellule prennent en charge la faculté de régulation. Ils sont responsables du bon fonctionnement de l'ensemble. Même si nous mangeons, cette alimentation a pour objectif de transmettre la lumière du soleil qu'elle contient aux consommateurs de façon qu'elle puisse être organisée de manière optimale. Ainsi, la capacité organisatrice du consommateur ne vient pas de la molécule consommée, mais de la lumière qu'il puise littéralement dans sa nourriture. Prenez le sucre, par exemple. Le sucre est constitué d'eau et de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est expulsé par les poumons, l'eau est excrétée par les organes. Ce qui reste est la lumière. Donc, essentiellement, on ne vit pas de matière, de substance, de molécules, mais d'informations. Le fait de consommer, comme brûler du carburant, est un procédé purement énergétique qui est lié à cela, mais qui n'y joue pas un grand rôle. L'essentiel est le stockage de la lumière et la distribution de cette lumière dans l'organisme, car l'organisme est un être de lumière. C'est pourquoi ce phénomène est réputé possible. Du moins, il est théoriquement possible pour un organisme de délaisser la nourriture physique et de vivre seulement de la lumière. C'est théoriquement possible. La photographie énergétique représente effectivement des champs énergétiques autour du vivant, tous les champs énergétiques autour du vivant. Ce sont des champs qu'on n'arrive pas tout à fait à déterminer, on ne sait pas exactement encore de quoi il s'agit, même s'il s'agit d'un phénomène électromagnétique, et ils sont captés de manière tout à fait spontanée dans le noir absolu, avec un négatif et la plante simplement posée sur le négatif. L'induction se fait par machine, on induit un courant qui suscite en quelque sorte une réponse de la plante. Alors c'est à la fois un phénomène de résonance et de réponse. Et ce que j'ai découvert était surprenant. J'ai découvert des images miroirs du cosmos, en fait. Des constellations, des trous noirs, des étoiles filantes. C'était absolument extraordinaire et tout ça était contenu simplement dans le champ lumineux existant. On arrive aujourd'hui à un moment critique dans l'histoire de l'humanité où, me semble-t-il, tous les éléments de la connaissance doivent converger vers une véritable connaissance de la personne qui n'est plus celle qu'on avait alors qu'on était axé sur la matière seule. Ça n'est plus nous ne sommes pas seulement un ensemble d'organes, un ensemble de virus, un ensemble de bactéries, même si ces choses sont fascinantes parce qu'elles vont vers le très petit, mais nous sommes aussi des corps qui diffusons la lumière et qui diffusons l'information à travers nos champs énergétiques. Et qui sait, probablement parce qu'on cherche encore toujours à savoir quel est ce grand champ organisateur, les physiciens achoppent
sur la question depuis de nombreuses années. Mais ce grand champ organisateur, c'est certainement un champ d'information, d'échange, etc. Maintenant, de quelle nature est-il? Est-ce que c'est de nature électromagnétique, de nature, de toute autre nature? On ne le sait pas. Mais en même temps, je crois qu'il y a quand même un désir à ce niveau-là de faire converger les connaissances et les intuitions pour arriver à une description cohérente de l'univers qui corresponde réellement à nos expériences de ce 21e siècle. Da haben wir meine 4 Punkte jetzt an der Stirn. Jetzt werden die Punkte mit Licht behandelt. Ist alles in Ordnung? Ja. 1982 habe ich sehr intensiv mit Professor Popp angefangen. Wir haben die Kristalle getestet, wir haben das Licht getestet, wir haben durch seine Methoden der Biophotonenforschung konnten wir sehen, dass das eine Realität ist. Das heißt, dass vom Körper eines Menschen in der Tat verstärkte Biophotonenemissionen möglich sind. Und wir experimentierten dann mit großen Folien, mit großem Licht, was aber zur Folge hatte, dass das sehr lange dauerte. Und so kam die Farbpunktur ins Spiel, die wir heute benutzen. Und wenn ich das mal zeigen darf, wir haben hier ein Glas entwickelt, das einen exakten Schliff hat und damit eine kohärente Therapie möglich macht. Eine Therapie mit kohärentem Licht. Und das war auch der Beginn einer Zusammenarbeit mit Fritz Popp. Und jetzt wissen wir, dass dieses Licht, das wir früher geglaubt haben, dass es durch den Körper geht, das durchdringt den Körper nicht, sondern es reitet auf einer Basis, auf einem Hologramm, auf Energiebahnen, wie es die Akupunktur ja auch sagt. Wir können das Licht auf den... Und dann kam die Idee, dass man das mit Gehirnwellen macht, weil wir wussten, dass jeder Schmerz eine Bewusstseinssache ist. Also eine Sache des individuellen Bewusstseins. Und dieses individuelle Bewusstsein wird ja gebildet in unserem Gehirn durch den Thalamus, so nennt sich das, Seehügel. Und dieser Thalamus, dort entstehen auch diese Hirnwellen. Und wir experimentierten über Punkte wieder, diese Wellen abzufahren, also Beta-Wellen, Alpha-Wellen und so weiter. Und das war ein zweiter Durchbruch, die dann dazu führte, dass wir in dieser Topographie, die wir ja erstellt hatten, körperlich, plötzlich seelische oder psychische Phänomene fanden oder Phänomenologien, die darauf hinwiesen, dass dieser Mensch eben nicht in seinem Körper primär erkrankt ist, sondern mehr aus dem psychischen Bereich heraus sich diese körperliche Krankheit entwickelt hat. Les recherches comme celles menées par Georges Lakhovsky se basent sur l'idée que la cellule est l'équivalent d'un circuit électronique qui émet et capte des ondes électromagnétiques. Inspiré par ces recherches, le biophysicien Fritz Popp, directeur de l'Institut de biophysique Neuss en Allemagne, a découvert que les organismes vivants émettent aussi des ondes électromagnétiques sous forme de lumière, qu'on appelle des biophotons. Aujourd'hui, des scientifiques comme Roland van Virk poursuivent ces recherches et sont capables de mesurer ces biophotons. Okay, so we can look now at the results from our measurements of the healthy and the diseased leaves. And in fact, what is important is that the healthy product is the highest curve of these. And it is important to see that this production of photons is slowly decreasing. Here it goes a little bit more rapid. Now, if we look at the diseased system, it is the yellow system, then it is not only less, it is more than 10 times less, but also the slope which the light is emitted is much faster. It means that this diseased state is less able to store this emission. Project in which we measured meditators, people who were meditating already for a long time. And the hypothesis
was that people who meditate, they will come in a more relaxed, more coherent state, and that might be reflected in photon emission. And you could indeed see, and it is published in a couple of papers, that there is a decrease in photon emission when people meditate. So meditation has an influence on photon emission. In that time we also learned a lot of whole body measurements. We found that some parts of the body emit a lot of light, other parts emit less light. For example, the abdomen and the thorax, they emit less light, and the hands and the head, they emit a lot of light. And especially these places where you find the high emission was also decreased in people who were meditating. Well, there is another thing, and that is this cell is all the time also producing light. A very low amount, but it is producing light. And that light has its specific properties. So does it emit from the cell and influence another cell? So is there any cell communication? If we have normal cells or we have diseased cells, do they influence each other differently? And you see that cells which are disturbed, they show this in this own light emission differently, and cell communication will be then also different. Le professeur allemand Franz Morel, docteur en médecine et acupuncteur, a fait construire un appareil électromagnétique par l'ingénieur Erich Rache, capable de recueillir les vibrations de l'organisme humain au moyen d'une électrode. Cet appareil, appelé MORA, a pour fonction d'éliminer les oscillations pathologiques et de renforcer les oscillations physiologiques chez l'homme. On va regarder au niveau de la caméra GDV, vous connaissez ça? Non, je ne la connais pas. Ça. Donc ça permet d'enregistrer aussi les champs électromagnétiques, mais d'une autre façon, d'un point de vue visuel. On va voir tout votre champ électromagnétique sur une image. Ah, intéressant. Ça fait du diagnostic, mais ça ne fait pas du traitement comme la MORA. Et après, on fait la MORA. Le système MORA, c'est un mélange d'acupuncture, d'homéopathie, puisqu'on teste tous les points au niveau des pointings d'acupuncture. Et il existe une différence de potentiel électrique, mais il existe aussi des fréquences électromagnétiques au niveau de ces points que l'appareil MORA peut détecter et corriger. Donc on peut faire la différence entre une fréquence dite harmonieuse ou disharmonieuse avec l'appareil MORA, et en même temps l'influence d'un élément extérieur sur la propre fréquence du patient. Par exemple, une femme qui a pris la pilule pendant 10 ans, et ça fait 10 ans qu'elle a arrêté la pilule, on peut encore trouver que la pilule l'influence, on va dire, négativement, puisque c'est basé aussi sur la mémoire de l'eau, la mémoire cellulaire, l'empreinte que peut laisser toute molécule sur le corps. Et c'est à ce niveau-là qu'on travaille, c'est pas au niveau de la molécule physique en elle-même, c'est plus au niveau de l'empreinte énergétique de cet élément qui perturbe la personne. Au niveau, par exemple, des métaux lourds, au niveau de détection des vaccins qui pourraient perturber au niveau électromagnétique, qui permet également de voir s'il y a des intolérances alimentaires qui ne sont pas forcément détectées d'ailleurs aux analyses de sang, puisque j'ai fait des tests en dosant des IgG, par exemple anti-gliadine pour l'intolérance au gluten, où on ne trouvait rien du tout, la normalité. Et en testant avec la MORA, on voyait qu'il y avait un problème avec le gluten, notamment chez les enfants, qui, en supprimant le gluten, n'avaient plus d'eczéma, alors que les tests sanguins étaient normaux. Donc c'est un moyen énergétique de prévenir, voire de guérir parfois certaines maladies, en sachant qu'il faut rester prudent quand même sur le terme de guérir, mais je préfère parler de prévention et une amélioration de la fonctionnalité du corps au niveau énergétique. Georges Lakhovsky est né à Minsk, en Russie, et puis il y a passé un certain nombre d'années. Et ensuite, il a décidé d'émigrer en France, où il a été naturalisé français.
C'était donc un ingénieur des ponts et chaussées qui a inventé un tire-fond. Le tire-fond, c'est une vis qui sert à fixer les rails des voies ferrées. Donc, on voit une formation au départ, une formation scientifique, et puis une certaine curiosité qui l'a poussé à faire des études sur les effets des ondes vitales sur les pigeons. Donc, les pigeons qui étaient désorientés par les antennes émetteurs de radiotélégraphie. Donc ça a été vraiment le point de départ de ce qu'on appelle le concept d'oscillation cellulaire. Donc en 1923, Georges Lakhovsky part du principe que la cellule est un système émetteur-récepteur comparable au système de radiodiffusion. Donc dans ce système, pour lui, les filaments conducteurs, ce sont les chromosomes et les chondriums. Ces systèmes conducteurs sont en résonance avec les champs de force externes à l'être humain. La cellule vibre et la cellule est dialogue avec l'extérieur. Ici, la cellule comprend les fréquences électromagnétiques de l'oscillateur Lakhovsky parce que il y a les métaux qui interfèrent et puis donc la résonance avec les planètes, la résonance avec le cosmos. C'est ça la différence fondamentale. C'est un appareil donc qui est revitaliseur parce qu'il nous remet en résonance avec nos propres fréquences d'origine liées à l'univers, aux planètes.